l'Ouest et de l'Afrique centrale, notamment la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, la Mauritanie, le Cameroun. Donc, ce qui lui confère une solide expérience des contextes géotechniques variés, mais également des environnements de projets qui sont complexes. Donc, c'est un membre actif également d'organisations professionnelles parce qu'il est le secrétaire général de l'Association des laboratoires et des bureaux d'études du Sénégal, mais également, il est reconnu également par sa rigueur technique, sa maîtrise des normes, sa capacité à relier l'ingénierie de terrain aux enjeux stratégiques de développement des infrastructures. Donc, son parcours fait de lui aujourd'hui une référence dans le domaine des infrastructures routières et de la géotechnique en Afrique de l'Ouest. Donc, le choix porté sur sa personne aujourd'hui ne souffre d'aucun doute par rapport aux thématiques auxquelles nous voudrons discuter. Donc, je me limite là par rapport à sa présentation. Et maintenant, le protocole également et la solennité de l'événement voudrait que j'introduise aujourd'hui le président Aruna John du club géotechnique de l'UFRSI pour son mot de bienvenue. Souhaiter également la bienvenue aux participants, mais après, donner la parole également au président Khan du club de l'École nationale des mines et de la géologie, afin de donner à Serigne Touba, l'exposant, toute la latitude de faire sa brève présentation. Merci. Président John, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Dieu. Merci en tout cas pour cette présentation. Merci de m'avoir aussi donné la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aruna John, comme il l'a si bien dit, président du club géotechnique de l'IFR Sciences de l'Ingénieur. Alors, je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement M. Serigne Touba Dia, en tout cas d'avoir accepté d'animer ce panel, malgré les contraintes de temps qui sont là. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de le suivre lors de plusieurs panels. Donc, le choix que nous avons porté sur lui est vraiment un choix qui a été bien réfléchi, en quelque sorte. Remercier également le modérateur, M. Dia, n'est-ce pas, qui est toujours présent en tout cas. Nous, vraiment, on ne peut pas ne pas vous remercier. Votre engagement au service du club est toujours vraiment quelque chose de très reconnaissant. Remercier aussi donc les deux clubs, à savoir le club géotechnique de l'IFRSI et le club géotechnique et hydrogéologique de l'ANSMG. En tout cas, pour cette très bonne collaboration que nous avons trouvée ici, j'ai l'habitude de le dire. Cette collaboration, c'est quelque chose que nous avons trouvé ici et que nous avons la responsabilité de rester dans la continuité, mais également de consolider ça, n'est-ce pas, le mieux possible. Alors, le fait d'organiser ce webinaire sur un sujet d'actualité, en tout cas, c'est le fruit de cette collaboration que nous envisageons, en tout cas, de continuer à chaque fois. Alors, je ne peux pas aussi continuer sans pour autant remercier l'ensemble des participants qui ont en tout cas porté l'intérêt, mais également des intervenants que nous avons. Je crois il y a le professeur John qui est là déjà, donc, et les autres qui sont là, n'est-ce pas, et souhaiter un excellent panel à toutes et à tous. J'espère que ce webinaire sera un panel riche en échanges. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Président John. Président Khan, allez-y. Merci beaucoup, M. Dia. Je pense que le président Aaron a tout dit. Bon, d'abord, je vous salue à tous, mesdames et messieurs. Et au nom du club géotechnique et hydrogéologie, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue, d'avoir porté votre intérêt à ce thème, mais également vous remercier d'avoir répondu présent à cette activité. Je tiens particulièrement à adresser nos sincères remerciements à l'ingénieur Serigne Touba Dia, qui a accepté de partager avec nous son expertise, ainsi qu'à l'ingénieur Mohamed Dia, modérateur, qui va assurer la conduite et la fluidité de nos échanges. Parce que le thème que nous abordons aujourd'hui, ça porte sur une problématique centrale pour la géotechnique, c'est-à-dire la normalisation des normes géotechniques face à notre contexte local. Maintenant, c'est une situation qui soulève plusieurs interrogations et cette rencontre se veut donc un cadre d'échange, de réflexion, mais également de partage d'expériences afin de contribuer à l'amélioration des pratiques géotechniques
dans notre pays et sur le continent. Je ne peux pas terminer sans pour autant également passer le bonjour au professeur John. Mais également, je pense que tout à l'heure, j'ai vu se connecter M. Ibrahim Diao, qui est le parrain de notre club et que nous passons nos salutations les plus sincères. Et sans plus tarder, je cède la parole au modérateur et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Président Gad. Merci beaucoup, Président John. Nous profitons également, nous saisissons la balle au rebond. Souhaitons également la bienvenue au Dr Adama John ainsi que votre parrain, M. Diao, mais également M. Diallo Abdourahmane de la Ligue des ingénieurs du Sénégal. Donc, après l'exposé de l'ingénieur Serigne Touba Dia, nous aurons le plaisir d'introduire également Dr Adama John, qui a participé à la formation de beaucoup de générations d'ingénieurs et de l'université Iba Der Thiam de Thiès et d'autres universités du Sénégal et de la sous-région également. Et donc d'introduire également le parrain, mais également M. Diallo de la Ligue des ingénieurs du Sénégal, que nous souhaitons tous la bienvenue. Et donc, M. Dia, vous avez la parole, nous sommes à l'écoute. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie d'abord, particulièrement au club géotechnique de l'UFR Sciences de l'Ingénieur et de l'ENSMG d'avoir bien voulu donc porter à ma personne cette invitation pour donc animer ce webinaire. Comme vous l'avez dit, nous savons tous que c'est un webinaire qui est quand même d'actualité parce que, bon, évidemment, on va le voir tout au long donc, en tout cas de la présentation qu'on va vous faire. Actuellement, les enjeux sont énormes. Ce secteur de la construction, depuis quelques années, a connu un boom quand même assez important. Et il est quand même urgent alors d'adapter nos voies et moyens de réaliser ces ouvrages à la réalité, notamment au contexte sénégalais. Également, je remercie tous les participants qui ont bien voulu donc assister à la présentation et donc aux débats qui vont suivre à la suite donc de la présentation que j'aurai à faire. Et donc, je pense que sans tarder, je vais commencer la présentation. Voilà, donc le thème qui nous lie aujourd'hui porte sur le sujet relatif à l'adaptation des normes internationales au contexte sénégalais et quel rôle pour la nouvelle génération d'ingénieurs dans un climat de mutation. Voilà, donc le plan de la présentation. Bon, donc nous allons vous présenter le webinaire à travers donc 2 chapitres principalement. Au niveau du premier chapitre, nous allons parler de généralité. D'abord, nous allons définir c'est quoi une norme et comment donc est-elle élaborée. Ensuite, quelles sont les principales normes à l'international. Puis nous terminerons donc le premier chapitre par parler du principe d'équivalence entre les différentes normes. Ensuite, au niveau du deuxième chapitre, nous allons concrètement parler du sujet, donc l'adaptation des normes internationales au contexte sénégalais. D'abord, pourquoi l'adaptation à une norme? Ensuite, l'adaptation pour la consistance des investigations géotechniques.
Ça veut dire, bon, ça, nous allons un peu passer en revue les méthodes d'investigation géotechnique suivant des normes bien spécifiques. Ensuite, nous parlerons des enjeux et des défis sur l'utilisation et l'adaptation donc des normes au Sénégal, pour le cas du Sénégal. Puis, nous terminerons par adresser des messages qui nous semblent assez importants à véhiculer. Donc, c'est quoi une norme? Une norme peut être définie comme un document donc, qui précise des exigences et des spécifications afin de garantir la qualité et la sécurité des produits et services. Ensuite, comment est-elle élaborée? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'élaboration d'une norme repose sur la collaboration entre une multitude d'experts. Donc, ces derniers constituent ce qu'on appelle un comité technique qui est responsable donc d'un domaine spécifié. Le processus débute par l'élaboration d'un projet répondant à un besoin spécifique du marché. Ce projet est ensuite diffusé en vue de recueillir des observations, puis examiné de manière approfondie. Après cela, on passe à un processus de vote. Donc, le processus de vote est la clé du consensus. Lorsque donc le consensus est atteint, le projet est en bonne voie, le projet de norme en tant que tel est en bonne voie pour devenir donc une norme donc, qui sera en tout cas éditée aux fins d'application. En l'absence d'accord, le projet est alors modifié et soumis à un nouveau vote. Maintenant, entre la soumission de la proposition à la publication finale de la norme, donc l'élaboration de cette dernière peut s'étendre généralement sur une durée de 3 ans. Bon, nous allons lister maintenant les principales normes qui sont utilisées sur le plan international. Il y a d'abord les normes ISO, la norme NFP 94500, donc comme nous le savons tous, qui définit un peu les types de missions géotechniques dans le système français. Ensuite, il y a les Eurocodes, puis il y a les normes chinoises qui sont codifiées GB. Ensuite, il y a les normes américaines, donc il y a l'ASTM, l'ACHTO, l'ASCE et l'AISC. Donc, chacune de ces normes donc, s'occupant d'un domaine bien spécifique. Par exemple, l'ASTM s'occupe des projets routiers, l'ASCE donc, est relatif à la conception donc, des charges, tout ce qui est vent, neige, séisme dans le code du bâtiment américain. Et enfin, donc, l'ASSC s'occupe du génie civil, notamment les structures en acier et leurs fondations. Ensuite, il y a les normes canadiennes. Donc, au Canada, il faut savoir qu'il y a le Bureau de normalisation du Québec qui publie donc des normes sur les sols et le Conseil canadien des normes qui coordonne donc le système de normalisation et la publication des normes nationales au Canada. Donc, bon, ça, on a donné juste quelques exemples. Hein. Bon, évidemment, il y a d'autres normes qui sont utilisées à l'international, mais on a juste, comme je l'ai dit tantôt, rappelé les principales, en tout cas, qui sont quand même connues et qui peuvent être utilisées principalement les pays en voie de développement et qui donc font un consensus à travers donc ces différents pays. Maintenant, pour le cas du Sénégal, il faut savoir que l'État a créé l'Institut sénégalais de normalisation, donc par décret numéro 78-228 du 14 mars 1978, qui, à la suite d'une réforme institutionnelle en 2002, est devenue l'Association sénégalaise de normalisation. Et par le décret donc 2002-746 du 19 juillet 2002, l'État lui a confié des missions. Dans son catalogue de l'année 2024, on a eu à faire des recherches. Donc, on a pu constater que 94 normes ont été mises en place dans le domaine du bâtiment et du génie civil. Bon, on n'a pas eu quand même jugé utile, en tout cas, de les lister ici, mais il s'agit de différentes normes qui s'occupent tantôt de comment procéder au dessin pour les ouvrages du bâtiment et du génie civil. Il y a eu des normes sur les bitumes, sur le ciment et sur des produits tels que
la maçonnerie, des produits de maçonnerie pour le bâtiment et le génie civil. Bon, on peut également citer d'autres documents normatifs. Hein. Donc, au Sénégal, on a les catalogues d'Ageroute Sénégal, Ageroute évidemment qui s'occupe du réseau routier classé. Donc, il y a d'abord un catalogue pour les chaussées, pour le dimensionnement des structures de chaussées neuves, qui date de 2015, oui. Ensuite, il y a eu un catalogue de renforcement, qui est quand même assez récent, qui date d'environ un peu moins de 2 ans comme ça. Puis enfin, il y a eu un catalogue de dégradation qui spécifie les types de dégradation qui sont couramment rencontrés au Sénégal et donc qui permettent de pouvoir faire un diagnostic assez réaliste donc, des chaussées sénégalaises. D'un autre côté, il y a la bibliothèque française, hein, donc, qui est couramment utilisée au Sénégal. Il y a beaucoup de documents que l'IFSTAR, donc l'ex-CESTRA LCPC, a publiés depuis des années. Il y a des documents également du CEREMA, il y a les fascicules du clause technique générale du ministère français, il y a le guide des terrassements routiers, pour ne citer que ceux-là, quand même, qui sont, comme je l'ai dit tantôt, largement utilisés dans la méthode de construction des ouvrages au Sénégal. Ensuite, nous allons parler maintenant d'un aspect quand même qui est aussi assez important et qui concerne le principe d'équivalence entre les normes. Il est important donc de préciser que malgré la diversité des normes, il est souvent accepté une équivalence entre elles. En effet, les cahiers des charges prévoient généralement que d'autres normes non expressément citées dans les textes peuvent être utilisées donc dans la réalisation des marchés publics, mais à condition que les résultats qu'elles offrent soient de qualité équivalente ou supérieure à la norme similaire spécifiée, évidemment pour une exigence donnée. Là, nous allons passer au deuxième chapitre donc, de la présentation qui concerne spécifiquement l'adaptation donc, des normes internationales au contexte sénégalais. On doit d'abord se poser la question, pourquoi l'adaptation à une norme? En l'absence de normes locales, évidemment, il est souvent fait référence à d'autres normes. L'adaptation peut être ainsi définie comme étant un mécanisme selon lequel l'application d'une norme internationale peut être transposée localement dans le but de donner les mêmes résultats que s'il était utilisé dans son contexte d'origine. Ainsi, il apparaît clairement que différents paramètres entrant en jeu dans l'élaboration d'une norme peuvent sensiblement varier d'un contexte géographique à l'autre, et ceci doit amener d'adopter une démarche prudentielle sur l'utilisation de la norme. Donc, il peut s'agir donc de la géologie ou des types de matériaux. Un exemple patent est le fait que dans les pays donc, tropicaux, on a souvent la latérite qui est quand même largement utilisée pour les travaux de terrassement et qui souvent sont, même s'il faut le dire, qui sont un peu similitudes du point de vue caractéristique avec les graves d'origine notamment rocheuse, donc issus d'un système de concassage. Mais il est clair que ces matériaux, l'expérience a montré que tantôt on ne peut pas quand même définir une certaine similitude parce que les graves ont généralement des granulométries particulièrement continues, tandis que les latérites présentent souvent au sein même d'un même emprunt latéritique une certaine dispersion en termes donc de granularité. Ensuite, il y a la température. Dans nos pays également, on se rend compte que l'alternance des températures tend généralement à être chaud à très chaud. Tandis que dans les pays tempérés, notamment dans les pays européens auxquels donc, nous nous référons généralement pour les normes européennes ou Eurocode et autres, là, le système de prise en compte donc, de la température est plutôt lié au phénomène de gel et de dégel. Donc là aussi, cela montre quand même qu'une démarche assez prudentielle doit être adoptée pour pouvoir adapter donc, les normes de ces pays européens au contexte africain, particulièrement au Sénégal. Il y a également la pluviométrie.
La pluviométrie, on se rend compte que dans les pays tropicaux également, il y a des pays à forte pluviométrie. Hein. Donc, plus on se rapproche donc, de l'équateur, on sent que la pluviométrie augmente de façon considérable, tandis que dans ces pays européens, donc là, il y a quand même une certaine raréfaction donc, des pluies, et c'est également l'occasion donc, de préciser qu'une attention doit être portée par rapport à ce facteur pluviométrie sur le comportement des matériaux et donc du coup sur l'élaboration des normes. Ensuite, il y a le changement climatique. Le changement climatique, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité depuis assez longtemps. Hein. Donc là, c'est des variations souvent même qui sont inversées hein, en termes de température. On se rend compte que les zones qui étaient chaudes ont tendance à être plus chaudes ou moins chaudes. Les zones qui étaient non pluvieuses le sont de façon maintenant considérable ou l'inverse. Et ceci peut quand même, par expérience, porter un coup sur le comportement naturel des matériaux. Il peut y avoir des conditions de saturation qui changent donc d'une zone à l'autre. Les conditions de consolidation donc, des matériaux peuvent également changer, etc., etc. Donc maintenant, la prise en compte donc d'un ou de plusieurs paramètres dans l'élaboration d'une norme, si ces derniers varient selon le contexte originel donc, de la norme, doit nécessiter une mise à jour de la norme ou bien d'en élaborer une autre adaptée au contexte en supprimant carrément la norme en question. À défaut, plusieurs dommages prévisibles sont à craindre. Donc, il peut s'agir de tassements excessifs, comme on l'a dit tantôt. Les matériaux peuvent quand même changer brusquement de comportement. Il peut arriver des glissements de terrain. Les zones qui étaient stables peuvent brusquement ou de façon progressive être instables. Les sols également peuvent se reconsolider dans le temps, suivant leur contexte, notamment leur niveau de saturation. Ensuite, nous allons parler de l'adaptation donc pour la consistance des investigations géotechniques. Nous avons jugé utile quand même d'en parler parce que on va le voir au niveau du contenu. Il y a quand même une réelle difficulté, notamment dans nos pays en voie de développement, particulièrement au Sénégal, pour adapter une consistance précise dans le but de réaliser des essais et des mesures géotechniques. Donc, une autre facette de l'adaptation est la référence à adopter pour la réalisation donc, de ces essais et ces mesures géotechniques. En effet, il ne s'agit pas seulement de contextualiser une norme, mais aussi de savoir s'en servir en termes de maîtrise du risque géotechnique. Donc, tout tourne autour de la maîtrise du risque géotechnique. On va le voir plus loin. Au Sénégal, il est souvent constaté un libre arbitre, comme je le disais tantôt, comme je l'insinuais tantôt plutôt, un libre arbitre de l'ingénieur en géotechnique quant à la consistance des essais et des mesures géotechniques dans le processus de construction d'un ouvrage. Ce qu'il faut dire, c'est que même si l'expert se base sur son expérience, il est évident que cette démarche non consensuelle est à proscrire, hein, car peut conduire à des déboires dans un sens ou à un surdimensionnement dans l'autre. Là, nous allons citer principalement deux normes. Il y a la norme donc, qui définit les missions géotechniques, la NFP 94500, et l'Eurocode 7 qui s'intéresse au calcul géotechnique. Bon, c'est en deux parties, c'est vrai. Il y a la consistance des essais géotechniques à réaliser suivant le niveau de l'étude. Ensuite, il y a les calculs géotechniques. Donc, même si NFP 94500 s'intéresse aux missions d'ingénierie géotechnique, il faut préciser qu'elle ne définit pas la consistance des investigations à réaliser. Par contre, le code 7, qui s'intéresse au calcul géotechnique, traite cette question de façon efficace, même si c'est un document quand même qui est harmonisé et qui se réfère plutôt aux pays donc, de l'Union européenne. Donc ici, nous donnons les différentes étapes pour ce qui est de la reconnaissance, pour ce qui est des reconnaissances géotechniques en vue du calcul des ouvrages, l'exécution des travaux et l'exploitation et leur exploitation. Donc c'est tiré de l'Eurocode. Hein. Donc c'est important de voir que donc on commence par
identifier la stratégie de calcul, quel est le type d'ouvrage, il faut connaître la géologie de la zone du projet, collecter les informations qui existent, ou en tout cas qui peuvent être utiles dans le cadre de la construction de l'ouvrage, et qui permettent donc d'aller vers la stratégie pour le calcul géotechnique. Ensuite, on passe aux reconnaissances qui doivent permettre quand même d'aller dans la finalité au calcul géotechnique pour l'ouvrage. Donc, on va voir qu'il y a différents voies et moyens qui sont prévus pour définir le modèle géotechnique, faire les essais, exploiter les résultats, faire le rapport de la mission de reconnaissance du terrain, qui doivent permettre quand même de passer à l'appel d'offres pour le lancement des travaux. Ensuite, durant la phase exécution également, il y a d'autres études qui, évidemment, qui doivent être réalisées dans le cadre du projet d'exécution des entrepreneurs en charge des travaux. Ensuite, il y a les inspections, le suivi et le contrôle pendant la construction qui doivent déboucher sur un rapport d'inspection, de suivi et de contrôle. Donc maintenant, après la phase travaux, la dernière étape consiste à réceptionner l'ouvrage et donc finir par son exploitation à travers donc des inspections et contrôles pour la maintenance. Bon, ici, toujours au niveau tiré de l'Eurocode 7, nous donnons des exemples pour le choix des méthodes de reconnaissance géotechnique en fonction des différentes phases du projet. Donc, c'est un tableau, bon, évidemment, qui est divisé en 3 grandes étapes. D'abord, il traite des reconnaissances préliminaires, ensuite des reconnaissances pour la conception du projet, puis des reconnaissances pour le calcul donc, des éléments du projet. Donc, au début, il est quand même normal de faire une phase bureau, pour exploiter tout ce qui est documentation, à savoir les cartes topographiques, les cartes géologiques, hydrogéologiques et géotechniques même, si elles existent, d'interpréter les photos aériennes, les archives, et donc tout ce qui est documentation qui existe quant à l'inspection antérieure du site. Bon, maintenant, en fonction des types de sols, pour la reconnaissance préliminaire, il y a toute une panoplie d'essais qui peuvent être réalisés, bon, qui sont codifiés. Par exemple, pour les sols fins, on peut faire les essais CPT, les essais au sondage statique, les essais au pénétromètre dynamique, les essais SPT, etc., etc. Pour les sols grenus également, il y a un certain nombre d'essais qui peuvent être réalisés, de même que pour les roches. Ensuite, pour la phase conception du projet, c'est la même chose, mais divisé en 2 parties. Il y a le choix préliminaire d'une méthode de fondation, donc pour ce qui est des sols fins, de même que pour les sols grenus et les sols rocheux. Maintenant, pour le calcul du projet, ça c'est la finalité, donc qui doit permettre quand même concrètement à l'ingénieur donc de pouvoir bien définir donc les paramètres de conception des fondations de l'ouvrage par rapport à tout ce qui a été fait donc auparavant en termes de reconnaissance préliminaire et de conception du projet. Maintenant, ici, toujours sur l'Eurocode 7, nous allons finir par donner quelques exemples de recommandations pour l'espacement et la profondeur des reconnaissances géotechniques. Pour ce qui est de l'espacement, donc il y a 5 catégories d'ouvrages. Pour les ouvrages industriels de grande hauteur, il est exigé un quadrillage de sondage espacé de 15 à 40 mètres. Pour les ouvrages de grande surface, c'est plutôt un quadrillage suivant un espacement de 60 mètres. Pour les ouvrages linéaires maintenant, tout ce qui est donc route, voies ferrées, canaux, canalisation, les digues, les tunnels, les murs de stationnement, là il faut prévoir des sondages espacés entre 20 mètres et 200 mètres. Pour les ouvrages spéciaux, les ponts, les cheminées, les fondations de machines, il faut réaliser 2 à 6 sondages de reconnaissance par fondation. Enfin, pour les barrages et les déversoirs, ce sont des sondages espacés de 25 mètres à 75 mètres qu'il faut prévoir au droit des coupes pertinentes. C'est au droit évidemment des coupes géologiques pertinentes. Bon, là, nous allons passer en revue rapidement. Donc, tantôt, on a donné, donc on vient de donner
l'espacement des sondages suivant différents types d'ouvrages. Et là, nous donnons les profondeurs, donc toujours qui sont issues de l'Eurocode 7, les profondeurs d'investigation géotechnique. Voilà. Pour les ouvrages de grande hauteur et les ouvrages de génie civil, donc, la profondeur donc, qui est codifiée ici, ZA, doit être supérieure à 6 mètres ou bien supérieure à 3 fois la largeur de la fondation, étant entendu que la largeur est considérée comme la plus petite dimension de la fondation. Pour les radiers et les ouvrages avec plusieurs éléments de fondation dont les effets se superposent dans les couches en profondeur, donc la valeur ZA est 1,5 fois la largeur donc, de la petite dimension de l'ouvrage. Pour les remblais et les déblais, il convient de retenir la plus grande des valeurs, donc suivant la hauteur du remblai ou bien la profondeur du déblai de l'excavation. Donc pour les digues, les ouvrages en remblai, la profondeur doit être comprise entre 0,8 fois la hauteur et 1,2 fois la hauteur. Ou bien, comme on l'a dit tantôt, supérieur ou égal à 6 mètres. La plus grande des deux valeurs doit être adoptée par l'ingénieur. Maintenant, pour les déblais, donc soit la profondeur est supérieure ou égale à 2 mètres ou bien 0,4 fois la hauteur du déblai. Pour les ouvrages linéaires, il convient de retenir la plus grande des valeurs suivantes. Donc, pour les routes et les aérodromes, la profondeur doit dépasser 2 mètres sous le niveau d'assise prévu. Bon, évidemment, on l'a signalé tantôt. Il faut savoir que les profondeurs là commencent là où s'arrête le niveau présumé des fondations. Ensuite, pour les canaux et les canalisations, il faut adopter la plus grande toujours des valeurs là, soit 2 mètres, soit au-delà de 2 mètres sous le niveau de l'excavation, ou bien 1,5 fois la largeur de l'excavation. Ensuite, le troisième cas de figure pour les ouvrages linéaires, c'est que le cas échéant, il convient de respecter les recommandations qui s'appliquent aux remblais et aux déblais. Maintenant, pour les petits tunnels et les excavations souterraines, il convient de satisfaire aux conditions suivantes. Donc, la profondeur est comprise entre BAH, qui est la largeur de l'excavation, et 2 fois donc, cette valeur. Il convient aussi de tenir compte des conditions hydrologiques, c'est-à-dire la position du niveau piézométrique et des niveaux des nappes souterraines. Maintenant, pour les excavations, on a 2 cas de figure. D'abord, lorsque le niveau piézométrique et le niveau des nappes souterraines sont sous le niveau du fond de l'excavation, il convient de retenir toujours la plus grande des valeurs qui sont données, donc 0,4 fois la profondeur, ou bien T plus 2 en mètres. Évidemment, c'est la profondeur de l'écran de soutènement par rapport au niveau de l'excavation. Ensuite, lorsque le niveau piézométrique et le niveau des nappes souterraines sont au-dessus du fond de l'excavation, on considère Z, c'est 1 fois la hauteur plus 2, ou bien T plus 2 en mètres. Maintenant, si aucune couche de faible perméabilité n'est recoupée jusqu'à ces profondeurs, il faut adopter une profondeur d'investigation correspondant à T plus 5 en mètres. Pour les ouvrages de retenue d'eau, il convient de déterminer ZA en fonction du niveau de la retenue d'eau envisagée, des conditions hydrogéologiques et de la méthode de construction. Pour les écrans d'étanchéité, il convient de retenir la valeur ZA supérieure à 2 mètres sous le niveau de la couche imperméable. Enfin, pour les pieux, il convient de retenir la plus grande valeur parmi les 3 conditions suivantes. Donc, Z est supérieur à la largeur, donc, à la largeur du pont dans le sens transversal, ou bien ZA est supérieur à 5 mètres, ou bien ZA est supérieur à 3 fois la largeur du pieu, la largeur ou le diamètre. Maintenant, pour les très grands projets, pour terminer donc sur ce chapitre, pour les très grands projets et les projets très complexes,
quelques sondages de reconnaissance sont descendus généralement à des profondeurs supérieures à celles spécifiées ci-avant. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il convient toujours d'effectuer des reconnaissances de plus grande profondeur lorsque des conditions géologiques défavorables sont présumées, par exemple lorsque des couches molles ou compressibles se trouvent sous des couches de capacité portante plus élevées. Lorsque certains ouvrages sont construits sur de bons terrains, il est par contre possible de réduire la profondeur des reconnaissances à 2 mètres, sauf si la géologie n'est pas précise, auquel cas où il convient de réaliser au moins un sondage jusqu'à une profondeur d'au moins 5 mètres. Ensuite, lorsqu'un substratum rocheux est recoupé au niveau prévu de l'assise de l'ouvrage, il convient de considérer ce niveau comme celui de référence pour définir la profondeur donc d'investigation. Sinon, il convient que la profondeur, que cette profondeur soit définie à partir de la surface du substratum rocheux. Maintenant, tenant compte de ça et donc des constats que nous savons tous, hein, moi particulièrement j'ai eu à le constater, c'est que est-ce qu'en réalité l'Eurocode 7 est adapté au contexte sénégalais? Parce que généralement il n'est pas quand même appliqué de façon assez rigoureuse sur beaucoup de projets. Et pourquoi donc ce cas de figure? Je pense que c'est une question qui est posée, auquel moi-même je dois pouvoir répondre, mais également je pense que le public doit pouvoir apporter des éléments de réponse au niveau des débats. Ensuite, il y a les enjeux et défis pour l'utilisation et l'adaptation des normes au Sénégal. Face à la croissance démographique, l'urbanisation rapide et la nécessité d'augmenter considérablement les investissements privés et publics dans les infrastructures, il devient de plus en plus urgent d'assurer une meilleure qualité, une durabilité et une sécurité accrue des infrastructures. À cela s'ajoute la raréfaction de certains matériaux de construction et les questions de sauvegarde environnementale. Ceci justifie pleinement la mise en place de normes pouvant répondre efficacement à ces défis. Bon, la mise en place de normes ou l'adaptation, hein. Dans ce cadre, les aspects significatifs à prendre en compte pour l'application des normes sont, bon, nous donnons ici quelques exemples. Il y a l'utilisation de matériaux locaux et écologiques qui nous semble nécessaire. Il y a la durabilité, il y a l'aspect lié à la durabilité et l'impact environnemental donc, des projets, qui passe par la limitation des impacts écologiques à travers des choix de matériaux durables et des techniques respectueuses de l'environnement. Il y a la réorganisation également du secteur, ou bien de la mise en place ou bien plutôt la mise en place d'une réglementation faisant intervenir tous les acteurs concernés. Donc, tout ce qui est donneur d'ordre, hein, que ce soit les propriétaires des ouvrages, les maîtres d'ouvrage, les consultants, les bureaux d'études, les architectes, les bureaux de contrôle technique, de même que les entrepreneurs de travaux, donc qui ont quand même, il faut le dire, une très grande expérience dans le secteur de la construction, qui doivent être donc associés pleinement à donc ce processus, de même que les consommateurs, parce que, comme on l'a dit tantôt, une norme n'est rien d'autre, peut être définie plutôt de façon simple comme étant un consensus. Maintenant, quel est le contenu de ce consensus? Bon, ça c'est connu, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller vers un consensus. Enfin, il y a l'articulation entre les normes qu'on établit et qu'on utilise, le système d'assurance qui doit être mis en place dans la construction des ouvrages et la responsabilité décennale pour les ouvrages donc, qui nécessitent ce type de garantie. Bon, là j'ai donné un peu quelques exemples de contenu de normes adaptées ou bien inadaptées, selon le cas. Je prends l'exemple des spécifications qui sont généralement données, l'utilisation de matériaux en couche de fondation de chaussée. Nous savons tous qu'au Sénégal, en général, hein, bon, sur la majorité pratiquement de nos routes, on utilise la latérite. Mais moi, j'ai tenu à donner cet exemple parce que personnellement, j'ai eu, je pense, il y a un peu moins de 2 ans, à travailler sur un projet pour lequel on est arrivé dans une zone où on a trouvé un sable qui peut être qualifié de très bon en termes de portance sévère,
affichait des valeurs qui dépassaient en général le seuil de 31 qui est spécifié par, si je peux dire, la norme entre guillemets sénégalaise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je suis venu, j'étais utilisé, tout en sachant que sans amendement, sa granularité posait problème par rapport à celle qui était contractuelle. Bon, là, on parle de graveleux, c'est des matériaux un peu grossiers, évidemment qui contiennent un peu de sable pour ce qui est de la latérite. Et là, on a un sable, je ne me rappelle plus. Mais c'est juste un exemple pour dire que, voilà, donc là, on voit une norme qui est établie, mais qui n'est pas adaptée à notre contexte. Et l'utilisation de ce sable aurait dû permettre de, évidemment, si toutes les garanties avaient été prises, de pouvoir faire en particulier des économies sur le projet à travers donc une substitution de la latérite par ce sable. Ensuite, il y a deuxièmement les matériaux améliorés ou traités au ciment. En général, moi je note qu'il y a quand même une certaine confusion. Bon, excusez-moi ici, j'aurais dû mettre GLC contre GC en fait. Bon, mais peut-être c'est dans la précipitation parce que c'est un paragraphe que j'ai dû ajouter à la dernière minute. En fait, là, on se rend compte que dans le système français ou européen, dans la classification, on voit que c'est des graves ciments. C'est des graves ciments, c'est des matériaux, comme on le sait, dont la granulométrie est quand même assez bien contrôlée, assez bien maîtrisée, après concassage, criblage et autres. Mais là, on essaie au Sénégal, généralement, de transposer les caractéristiques de ces graves ciments au graveleux latéritique ciment. Et ça pose problème, comme je l'ai dit tantôt. La latérite est un matériau, quand même, du point de vue granularité, au sein d'un même emprunt, d'une même zone même, qui peut présenter des granularités vraiment assez différentes. Même au-delà de ça, quand on réalise les essais, même de modules de résistance à la compression ou à la traction au ciment, les variations peuvent être assez fortes. Et la norme est assez précise pour dire que, suivant un coefficient de variation, je pense qu'il dépasse 20%, il faut quand même, on ne peut pas en tout cas statuer de façon objective sur donc les résultats issus donc de ces essais. Donc je pense que là aussi, c'est un exemple qui doit permettre de mieux réfléchir sur ce sujet. Ensuite, il y a la teneur en lien des enrobés bitumineux. Si on regarde les normes françaises qui spécifient les teneurs en lien minimales de 5 et de 5,2 pour les bétons bitumineux semi-grenus 0,10 et 0,14. Là, on se rend compte que, moi personnellement, j'ai eu à le constater, et c'est le cas quand même qui est là, hein, les exemples sont là. On se rend compte que si on applique de façon aveuglée ces pourcentages de teneur en lien minimale, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ici, on a en général le basalte. Le basalte est quand même matériau qui est hydrophile, donc qui présente une mauvaise adhésivité passive vis-à-vis donc du liant, et de telle sorte que la surface donc du granulat a tendance à ne pas absorber ou à ne pas, en tout cas, qui a en tout cas tendance à repousser le bitume, et ça va faire du ressuyage. Et si à cela s'ajoute le fait qu'on n'a pas les mêmes coupures granulaires, parce qu'en général, moi-même je l'ai constaté, dans les cahiers de charges, on impose, ou en tout cas on demande aux entrepreneurs d'adopter certaines granularités pour reconstituer les mélanges bitumineux. Là, on se rend compte qu'arrivé au niveau des carrières, ce ne sont pas les mêmes classes granulaires. Donc, en plus de l'aspect surface spécifique que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a l'aspect teneur en fil. Si la teneur en fil n'est pas assez élevée pour un peu, entre guillemets, pomper le bitume, il y a du ressuyage. Donc, ce qui fait que, généralement, on se rend compte qu'on est obligé, pour être conforme aux spécifications donc attendues des enrobés bitumineux, on est obligé soit d'utiliser des dopes pour améliorer l'adhésivité donc du granulat avec le bitume, ou bien de réduire cette teneur en bitume. Enfin, nous parlons du module de finesse, le dernier exemple d'un sable. En général, on se rend compte que quand on fait des études
voilà, dans la zone du projet, on ne trouve que des sables généralement alluvionnaires, qui sont des sables fins, qui peuvent répondre à un certain nombre de caractéristiques normatives, que ce soit la propreté, la granularité peut faire défaut, bon, évidemment à travers le module de finesse, mais à tel point que, en termes de résistance, même si on sait ce que ça veut dire en termes d'ouvrabilité du béton, dans le sens ou dans l'autre où on se situe par rapport à la valeur du module de finesse, là on se rend compte qu'au finish, on a la résistance qui est escomptée. Donc, aller chercher un sable à fort module de finesse, cela supposerait aller carrément vers une carrière latéritique ou bien au fond d'une rivière pour prendre donc, ces sables-là, les incorporer dans le mélange donc, du béton pour obtenir les résistances. Et au finish, on se rend compte que donc, il y a également là un exemple patent sur l'inadaptabilité donc, du contenu des normes par rapport à ces exemples, en tout cas, qui sont cités. Là, nous allons parler des messages forts quand même qu'il faut porter. Et nous rappelons qu'une norme est un consensus entre différentes parties dont les intérêts peuvent diverger au moment où elles ont cependant le même objectif commun. C'est la réalisation d'un ouvrage répondant à des exigences prédéfinies. Ensuite, adopter une norme, ce n'est pas la dulier. Puis, le climat, de par son évolution irrégulière, impose une révision des hypothèses de calcul. La souveraineté technique passe par la production de normes locales. L'ingénieur est responsable, pas seulement conforme. Maintenant, dans les cahiers des charges, pourquoi les associations non-normes de l'Association sénégalaise de normalisation ne sont pas utilisées sur les projets au détriment de normes internationales? Là, nous avons juste voulu illustrer à travers un pont qui a été construit, je pense que c'est au Canada. Voilà, j'ai pu regarder dans la documentation. Et c'est un ouvrage qui a été conçu. Pourquoi j'ai donné l'image? Parce que l'ouvrage de façon correcte et la durée, mais en tout cas, ça n'a pas fait un long temps que l'ouvrage donc s'est effondré. Donc, et c'est quelque chose quand même qui est assez dommage au moment où on doit pouvoir quand même aller vers une meilleure maîtrise donc des risques dans le secteur de la construction. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au terme donc de l'exposé du contenu de cette présentation et nous vous remercions tous de votre aimable attention. Merci encore. Merci encore, monsieur Dia. Et donc, je crois que nous arrivons, comme il a dit, au terme de son exposé. Et donc, pour faire un petit bref résumé par rapport à la présentation, ça nous a permis de voir dans un cadre clair sur la notion des normes dont il a parlé beaucoup, son processus d'élaboration, mais également les principales références internationales utilisées, et en géotechnique et en génie civil également. Et donc, il a eu à montrer que même si ces normes offrent des bases techniques solides, leur acquis mécanique aujourd'hui sans adaptation peut poser de sérieux problèmes dans des contextes comme celui du Sénégal. Et donc, il a ensuite mis en évidence la nécessité d'adapter les normes internationales au contexte sénégalais, en tenant compte bien sûr des réalités locales, c'est-à-dire la nature des sols, les conditions climatiques, la pluviométrie, je pourrais même dire les matériaux disponibles et les effets également du changement climatique. Et donc, nous savons tous que ces paramètres, lorsqu'ils sont ignorés, peuvent bien évidemment conduire à des désordres majeurs sur les ouvrages, tels que bien évidemment les tassements excessifs que nous étudions beaucoup, les instabilités également, ou souvent les surdimensionnements coûteux. Donc, un point également central sur la présentation qui a porté sur la consistance des investigations géotechniques, avec un éclairage bien évidemment particulier
sur des référentiels comme les normes NF, P94500 et de l'Eurocode 7, sur lesquels il a beaucoup insisté, en soulignant à la fois leur apport également et leurs limites dans le contexte sénégalais. Et donc, la question également aujourd'hui de la maîtrise du risque géotechnique et de la responsabilité également de l'ingénieur a clairement été posée. Donc, enfin, également sur sa présentation, il a insisté sur les enjeux stratégiques qui sont liés aujourd'hui à l'utilisation et même à l'adaptation également des normes, c'est-à-dire la qualité, la durabilité, mais également la bonté des infrastructures, valorisant aujourd'hui les matériaux locaux, mais également la protection de l'environnement, surtout parce que quand on fait dérouler des projets, bien évidemment, il faut bien évidemment voir la protection de l'environnement, mais aussi de la souveraineté technique à travers aujourd'hui la production et l'utilisation des normes nationales. Donc, un message qui est très fort de ressort, c'est-à-dire adapter une norme comme il a fini ne signifie pas bien évidemment la duplier. Et donc, la nouvelle génération qui est impliquée ici d'ingénieurs a un rôle central, un rôle clé à jouer dans cette dynamique face aux défis climatiques, mais également face au développement accéléré des infrastructures. Et donc, pour compléter un peu cette présentation, la dernière fois, lors de la rencontre du club géotechnique, dans le cadre d'une conférence, pour parler de l'intérêt de la géomécanique ou bien le rôle de la géomécanique dans le domaine des ouvrages géotechniques, j'avais également ce jour-là tenu à souligner que aujourd'hui, les étudiants, c'est-à-dire les jeunes ingénieurs, ont aussi un rôle déterminant à jouer dès aujourd'hui. Donc, il est essentiel aujourd'hui même que l'on essaie d'orienter des sujets de mémoire, mais également des travaux de recherche vers les problématiques climatiques et environnementales, donc qui sont directement liés bien évidemment à nos réalités locales. Parce que ces travaux, pour moi, constituent un premier levier stratégique. Un premier levier stratégique, dans quel sens? De nous permettre non seulement de mieux comprendre l'impact aujourd'hui du climat, de la variabilité des sols, mais également des pratiques constructives qui sont locales, mais aussi d'essayer de constituer progressivement des bases de données qui sont fiables et qui sont contextualisées. Et bien évidemment, ces données sont indispensables pour non seulement alimenter la recherche appliquée, mais également d'améliorer aujourd'hui les pratiques professionnelles et à terme de servir bien évidemment de fondement d'élaboration, mais également de normes locales qui sont adaptées au contexte sénégalais. Je n'avais même pas manqué ce jour également à insister sur le fait que cette démarche aujourd'hui va présenter une véritable projection vers l'avenir, c'est-à-dire en travaillant dès aujourd'hui sur ces thématiques, donc les étudiants peuvent participer activement à la construction d'une souveraineté technique, mais également à l'anticipation des effets de changement climatique et à la mise en place aujourd'hui des référentiels normatifs qui peuvent refléter réellement nos conditions géotechniques, mais également nos conditions socio-économiques et conditions environnementales. Et j'en suis pertinemment convaincu, avec la matière grise que nous avons dans nos universités, dans nos instituts, ce ne serait pas bien évidemment des procédures kafkaïennes. Et donc, sur ce, je voudrais que vous me permettez l'honneur d'introduire le professeur Adama Dione, qui donnera lui aussi sa contribution par rapport aux thématiques. Après également, si M. Diao, le parrain également, il est là, il pourra faire pareil, et également donner après la parole à M. Diallo de la Ligue des ingénieurs du Sénégal, qui a tenu également à venir participer à ce webinaire. La Ligue des ingénieurs du Sénégal, peut-être que certains d'entre nous ne le connaissent pas encore, mais c'est une plateforme de professionnels qui a un plan d'action de 2025-2028 sur lesquels ils parleront non seulement du métier, mais également ils parleront des plans stratégiques qu'ils devront développer à l'avenir et maintenant pour beaucoup faire rayonner le domaine de l'ingénierie. Donc sur ce, je passe la parole à M. Adama Dione. En attendant, ceux qui ont des questions à poser, s'ils peuvent profiter du chat, ils peuvent poser les questions en attendant sur les chats. On va essayer après de les ramasser ou bien laisser le soin au présentateur de lire directement les questions sur le chat et d'y apporter les réponses. Merci beaucoup. Professeur Dione, vous avez l'honneur. Docteur Dione, il est là. D'accord. S'il n'est pas là, on donne la parole à M. Diao, le parrain,
de donner sa contribution en attendant la disponibilité de M. John. Voilà, merci, monsieur le modérateur. Donc, c'est Dr Diao, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis un cadet de Serigne Touba Dia, le présentateur. Voilà, donc je commencerai par féliciter M. Dia par rapport à son exposé sur le thème qui a été choisi pour ce panel. Donc, le féliciter et l'encourager encore beaucoup plus parce que je sais que c'est une personne qui est très importante dans aujourd'hui le système de la géotechnique ici au Sénégal. Également, j'ai eu à travailler avec lui plusieurs fois sur plusieurs projets. Donc, je pense que je suis bien placé pour juger, entre guillemets, les capacités techniques et scientifiques de M. Dia. Donc, vraiment, c'est un plaisir aujourd'hui de l'écouter parler de la géotechnique. Ça a été toujours un plaisir de l'écouter, débattre sur la géotechnique. Je pense que c'est une chance pour nous tous, pour toute la communauté des ingénieurs géotechniciens du Sénégal, d'avoir quelqu'un comme Serigne Touba. Voilà, maintenant, pour revenir également, remercier le club géotechnique hydrogéologie de l'ENSMG, dont je pense que depuis 10 ans, j'ai l'honneur d'être le président d'honneur, pas le parrain, mais le président d'honneur, titre qu'ils m'ont donné, je pense, vers les années 2007 ou 2008. Donc, depuis lors, je suis en train de suivre leurs activités au niveau de l'ENSMG. Donc, toutes les activités géotechniques, je suis toujours impliqué. Et vraiment, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi. Également, remercier le club géotechnique également de l'Université de Thiès, où j'ai participé à plusieurs conférences au niveau de l'Université de Thiès, plusieurs conférences organisées par ce club, en collaboration avec le club de l'NCMG lors des journées de jumelage. Donc, c'est l'occasion également d'encourager et de féliciter, n'est-ce pas, cette association aussi. C'est aussi bien à saluer, parce que à notre temps, il n'y avait pas ces possibilités. On n'avait pas eu l'idée de créer des clubs géotechniques dans nos différentes écoles. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important et les résultats sont là, que ces jeunes, nos jeunes qui sont là, aient l'idée de s'organiser, de créer des clubs et également de faire des activités. Donc, je félicite en tout cas les deux clubs. Voilà, pour revenir au sujet aujourd'hui qui est vraiment important et très important, pour voir comment procéder à regarder les normes, les normes sénégalaises, et les adapter par rapport aux normes internationales qu'on a toujours utilisées au Sénégal. Donc, dans son exposé, M. Dia nous a dit que avec l'association de normalisation du Sénégal, il y a eu des normes qui ont été créées. Je pense dans son exposé, il a dit environ 90 normes ont été créées. Et moi, tout mon souci là-dessus, c'est par rapport aux différents maîtres d'ouvrage. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas avoir des dossiers d'appel d'offres ou bien des dossiers techniques où on cite ces normes-là pour être appliquées dans les chantiers. À chaque fois, c'est les normes européennes qui reviennent. À chaque fois, ce sont ces normes qui reviennent. Alors que normalement, on doit avoir nos propres normes qui doivent être citées aussi dans nos différents dossiers techniques. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'implication et la mainmise des maîtres d'ouvrage qui sont là au Sénégal et qui sont en train de faire ces documents techniques. Voilà, l'autre souci également par rapport à ces adaptations, je voulais bien que le présentateur Serigne Touba, par exemple, nous donne un exemple d'une norme qui a été revue par rapport au Sénégal. Je ne sais pas s'il comprend un peu ma question. Donc, s'il y a un exemple d'une norme qui est dans Eurocode ou dans d'autres documents et qui a été réactualisé par rapport au contexte du Sénégal. Donc, je voudrais bien avoir des exemples pareils. Voilà, pour ne pas tout très monopoliser la parole, je pense que je vais vous laisser la parole et attendre des réponses par rapport à ces questions. Voilà, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, M. Diao. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les questions, vous pouvez commencer pendant les prises de parole à poser vos questions sur le chat. En attendant, M. Dia, lui, il va essayer des fois de jeter un coup d'œil et maintenant de ramasser les questions parce que ce sera beaucoup plus simple pour lui de coopter les questions par écrit que de vouloir tout coopter à l'oral.
Et donc, je profite également de l'occasion pour introduire M. Diallo, qui est de la Ligue des ingénieurs du Sénégal et qui représente la diaspora. M. Diallo, si vous êtes là, vous avez l'honneur. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Ah oui, on vous reçoit bien. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je profite pour déjà saluer cette initiative-là qui a été organisée par les clubs. Saluer aussi l'ensemble des présentations et présentateurs qui ont été faits. Moi, c'est Diallo Abdon, je suis membre du comité de pilotage de la Ligue des ingénieurs et puis coordonnateur aussi de la cellule des ingénieurs de la diaspora. Je représente aujourd'hui, en l'absence du président qui est excusé, pour partager un peu l'information sur le pourquoi de la Ligue des ingénieurs de manière très brève, sans pour autant prendre trop de temps. Nous vous remercions très sincèrement de nous avoir donné cette parole qui permet aujourd'hui à celles et ceux qui sont présents et qui ne connaissent pas forcément la Ligue de le découvrir. La Ligue des ingénieurs, ça a été une initiative qui a été lancée depuis 2020, mais de manière partant de certaines idées et un groupe de personnes, sans pour autant aller dans une vulgarisation très large. Aujourd'hui, l'équipe il est en train d'être structurée, organisée avec un plan stratégique sur 3 ans à partir de 2026 et qui a pour objectif à court terme de tout simplement rassembler l'ensemble des ingénieurs du Sénégal et à l'étranger, créer une force commune pour permettre aujourd'hui d'apporter un réel plus-value pour la société sénégalaise, tout simplement. Et un objectif plus ou moins moyen ou et long terme, qui est de mettre en place l'ordre des ingénieurs, qui peut être en lien direct avec l'initiative qui est là, de présenter aujourd'hui aux gens qui ne connaissent pas les normes et permettre aussi à une meilleure structuration aujourd'hui de notre métier d'ingénierie. Je ne vais pas plus rentrer en détail. L'objectif pour moi, c'est d'appeler à celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre aussi cette ligue qui a un objectif commun, qu'il soit la partie géotechnique, qu'il soit des génies civils dans le cadre général, qu'il soit l'ensemble des spécialités qui peuvent exister. À ce jour, pour y intégrer, il y a un lien de
en tout cas dont le contenu est un peu, en tout cas, similaire aux normes équivalentes pour l'international. Mais comme j'ai dit, là, on ne peut pas trop s'avancer là-dessus. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de ces normes pour pouvoir se prononcer. Maintenant, par contre, on peut donner un exemple, même si ce n'est pas une norme de façon spécifique. On peut prendre l'exemple du catalogue de dimensionnement des structures de chaussées neuves d'Ageroute, ou bien de renforcement, ou bien le catalogue des dégradations, comme je l'ai évoqué tantôt. En réalité, si on regarde ce catalogue qui renferme donc un ensemble de documents, de normes et de documents normatifs, on se rend compte que c'est un document qui est parti un peu, si je peux dire, sur la mouture de la norme française, mais qui a été quand même contextualisé, il faut le dire. Je vais donner l'exemple de la température équivalente. Si on regarde bien, en Europe, bon, la température équivalente tourne autour de 20 degrés pour le dimensionnement des structures de chaussée. Bon, au Sénégal, dans le temps, excusez du terme, chaque ingénieur y allait de son côté. Hein. Bon, moi, je mettais 25 degrés, l'autre 30 degrés, etc. Mais dans ce catalogue de l'Ageroute, là, pour ce qui est du dimensionnement des structures de chaussées neuves, il y a eu des études assez poussées sur la température des chaussées. Je pense que le rapport est là, hein, le rapport détaillé. Il y a eu un rapport assez détaillé qui traite spécifiquement de ce paramètre-là. Et au finish, in fine, le consultant a proposé une température équivalente avec des formules d'approche qui ont permis d'adopter la valeur de 30 degrés pour le Sénégal. Même si moi, personnellement, j'ai émis des réserves hein, par rapport à cette température, parce que bon, on ne doit pas pouvoir systématiser cette valeur, que l'on soit à Dakar, où le climat est quand même un peu plus frais généralement durant l'année, qu'une zone comme Matam ou Tambacounda. Donc voilà un exemple concret pour moi de norme qui a été, si je peux dire, adapté au contexte sénégalais. Il y a eu également les latérites. Hein. Je pense que des essais ont été faits de façon assez poussée dans ce catalogue pour aboutir à une, si je peux dire, entre guillemets, classification des matériaux latéritiques améliorés ou traités au ciment. Bon, ensuite, il y a M. Doumbia qui a donc voulu disposer, si je ne me trompe pas, donc du contact de l'ASN. Bon, l'ASN, je pense que, bon, là, j'ai ce document, hein, je ne sais pas. Après, je pourrais le faire parvenir aux deux clubs géotechniques. Bon, c'est un document qui liste un peu les normes de l'année 2024. Bon, j'ai essayé d'avoir la dernière version, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir, de 2025, qui liste un peu les normes de l'ASN et qui décrit un peu les missions de l'ASN et donc, comme je l'ai dit, la liste de ces normes. Mais je pense que, M. Doumbia, il faut essayer également de vous rapprocher du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, le LNRBTP, qui travaille quand même de façon assez rapprochée avec l'ASN, qui pourront normalement mieux vous assister par rapport à cette requête. Ensuite, vous avez parlé de l'intégration éventuelle d'un bilan énergétique pour les documents à produire, si je comprends bien, dans le cadre de la demande du permis de construire. Moi, je pense que c'est quand même une très bonne réflexion et ça doit quand même être faisable dans le temps parce que, tout simplement, nous le savons nous tous, aujourd'hui, les enjeux liés aux questions de sauvegarde environnementale sont assez importants et il ne s'agit plus que l'on ne soit même pas environnementaliste, il ne s'agit plus quand même de faire comme on faisait dans le temps, hein, il y a des années ou bien il y a plus d'une décennie. Je pense que l'environnement, quand même, c'est quand même assez quand même important de pouvoir tenir compte de tout aspect qui doivent un peu militer en sa sauvegarde. Et là, je pense que c'est un combat qui doit être mené par nous tous, parce que nous, les spécialistes, les ingénieurs, nous devons quand même, en tout cas, être mieux engagés pour faire comprendre ou attirer l'attention de nos décideurs sur l'importance de tel ou tel aspect dans le processus d'une meilleure garantie des ouvrages.
Bon, là, sur le chat, je pense qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Je vois ici M. Diouf, là, qu'est-ce qu'il demande dans un souci Bon, le partage du document, d'accord. Le document, je pense que, bon, les deux clubs d'ingénieurs, les deux clubs géotechniques de l'UFRSI et de l'ENSMG en disposent. Je pense qu'ils pourront aisément partager ce document. Ensuite, il y a M. Diagne. Bon, ça, c'est des remerciements. Bon, nous vous remercions également hein, pour vos mots. Ensuite, il y a M. Samb. Merci à M. Samb également. M. Diagne encore. Qu'est-ce qu'il demande? Comme vous avez déjà travaillé dans pas mal de pays en Afrique, est-ce qu'ils utilisent les mêmes normes qu'au Sénégal ou ils travaillent sur leurs propres normes comme le font les pays du Maghreb? Bon, en fait, en réalité, le constat, il est unanime. Hein? Il est unanime. C'est vrai que, bon, on n'a pas parcouru tous les pays de l'Afrique, hein? Mais la majeure partie des pays au niveau desquels on a eu à travailler, c'est encore les normes internationales qui sont quand même d'application. Maintenant, par contre, au Maghreb, un pays comme le Maroc, le constat est qu'il y a des normes locales, hein, il y a des normes qui ont été définies à l'image donc de l'ASN, mais est-ce que c'est des normes qui sont utilisées concrètement dans les projets d'investissement? Ça, on ne saurait quand même pas quand même donner une réponse plus poussée par rapport à ça. Mais on sait qu'un pays comme le Maghreb, par exemple, comme le Maroc plutôt, comme je l'ai dit tantôt, ils ont eu à définir des normes qui se réfèrent à leur contexte. Comment faire pour intégrer la Ligue? Y a-t-il des liens? Ensuite... Bon, là, je pense que c'est des remerciements. Hein. M. Doumbia, le laboratoire, en fait, c'est le... Bon, merci beaucoup pour la réponse. Pouvez-vous rappeler le nom du laboratoire dont vous parliez tout à l'heure? C'est le Laboratoire national de référence du bâtiment et des travaux publics. Si vous tapez LNR-6 BTP sur Google, vous allez voir leur site web. Voilà, donc je pense que M. Dia, j'ai passé en revue hein, les quelques observations, les quelques contributions, observations et questions qui ont été faites. Donc, je vous donne la parole. Merci. Effectivement, merci beaucoup, M. Dia. Je crois que, comme les gens ont l'habitude de le dire, nous sommes à la pré-raison, à l'atterrissage, pour utiliser le jargon aéronautique. Donc, aujourd'hui, nous sommes en phase de conclure ce webinaire et dont nous avions tous tout un plaisir, je dis bien énormissime, d'écouter M. Dia, qui n'a pas raté l'occasion de mettre en évidence et bien évidemment l'adaptation des normes internationales à notre contexte national, mais également qui sont pour lui et pour nous tous un enjeu stratégique majeur bien évidemment pour la sécurité et la durabilité et même de la performance également de nos infrastructures. Et dans un environnement, dans un contexte marqué, comme vous l'avez libellé dans la thématique, marqué par un changement climatique, mais également des contraintes géotechniques qui sont spécifiques. Donc, les échanges également ont rappelé l'importance de la formation complémentaire et de la recherche appliquée, surtout. Et donc, notamment à travers l'implication des étudiants et des jeunes ingénieurs sur des thématiques environnementales et des thématiques qui sont climatiques. Et donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, leurs travaux permettra bien évidemment de constituer une certaine base de données locale qui pourra participer à l'élaboration des normes qui sont adaptées à nos réalités. Donc, je voudrais enfin encourager vivement les clubs qui sont les deux clubs organisateurs. Et j'ai l'habitude de dire que ces activités-là, ce sont des activités extra-académiques qui non seulement aident à renforcer aujourd'hui la collaboration autour de ces types d'activités, mais également qui permettent d'avoir des cadres d'échange, qui nous permettent non seulement de traiter des
thématique d'actualité, mais également d'un intérêt stratégique. Donc pour moi, ces genres d'occasions constituent, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, de véritables espaces de réseautage, hein, et même favorisent également le partage d'expériences, mais surtout la mise en relation avec des professionnels et de l'émergence même des futures collaborations scientifiques et techniques. Parce qu'aujourd'hui, en entendant parler, monsieur le représentant de la Ligue des ingénieurs du Sénégal, monsieur Dia également, qui est un directeur de cabinet et qui est impliqué dans beaucoup de projets, je crois que c'est le meilleur environnement pour se créer, bien évidemment, un réseau. Et j'ai l'habitude de dire, hein, les étudiants ne doivent plus accepter d'être réduits dans des salles de classe, d'être réduits dans des amphithéâtres. Le monde est en train de rouler à une vitesse extraordinaire. Donc, il faut que nous sortons tous, que ce soit étudiants, professionnels, de nos zones de confort, et maintenant de rouler à la même vitesse ou bien même à une vitesse supérieure, si on peut, maintenant de la vitesse avec laquelle le monde circule. Parce que je le dis aujourd'hui, certes, il y a des thématiques auxquelles on ne peut pas aborder bien évidemment dans les salles de classe. Les professeurs ont bien leur cours, les professeurs ont bien leur orientation, mais également la dynamique, l'évolution également demande d'autres expériences, demande d'autres perspectives. C'est dans ces perspectives également que les étudiants, de conférence en conférence, de séminaire en séminaire, rencontrent de nouvelles personnes, rencontrent de nouvelles perspectives, se créent de nouveaux réseaux et maintenant se projettent également vers ces attentes. Donc, je remercie également, enfin, le conférencier pour la qualité de son intervention ainsi que également pour tous les participants, leur engagement, en espérant que ce webinaire marque le début, bien évidemment, d'une dynamique de collaboration durable. Donc, sans briser également la ligne protocolaire, je donne le soin aux deux présidents qui ont ouvert la séance et qui auront bien évidemment l'obligation de la lever, de se prononcer pour remercier les participants, remercier leurs invités, mais également remercier le présentateur. Président Khan, président John, je vous rends l'antenne afin que vous puissiez dire vos derniers mots et lever la séance et que l'on se donne rendez-vous très prochainement sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques qui pourront intéresser non seulement le monde de l'ingénierie, mais également qui pourraient intéresser toute une communauté. Merci beaucoup. L'antenne est à vous. Merci beaucoup, M. Dia. Merci en tout cas de nous avoir encore donné la parole. Merci beaucoup aussi à M. Dia, Serigne Touba, pour vraiment votre intervention, votre brillante intervention. Donc, on n'attendrait pas moins. Et en tout cas, remercier aussi l'ensemble des différents intervenants. Voilà, donc en l'occurrence, le président de la Ligue des ingénieurs qui est là, M. Diao, M. Diallo. Vous avez vraiment tous nos remerciements. Alors, les différents intervenants, donc les différentes interventions du moins de ce webinaire montrent que vraiment le secteur du BTP, plus largement de l'ingénierie, repose sur des bases scientifiques solides, mais voilà, qu'il doit en tout cas également savoir évoluer, s'adapter, se questionner, notamment face aux enjeux actuels tels que le changement climatique, la durabilité, les ouvrages, l'adaptation des normes à nos contextes locaux. Nous retenons donc de ce panel que les normes ne sont pas des dogmes figés, mais des outils vivants appelés à être interrogés, améliorés et contextualisés tout en respectant les principes universels de l'ingénierie. Donc, je remercie enfin l'ensemble des participants, étudiants, professionnels et partenaires pour la qualité des questions, l'attention accordée aux échanges et l'intérêt manifesté tout au long de ce webinaire. Merci. Merci à vous. Oui, merci à vous, Président. Merci également à vous, M. Dia, vraiment pour avoir fait la modération du webinaire. Et je pense que là, nous arrivons bien sûr au terme de cette activité qui est riche en enseignements, mais également en échanges. Et je pense que les différentes interventions et les discussions ont permis de mieux cerner les enjeux qui sont liés à l'utilisation des normes géotechniques. Vraiment, je tiens à renouveler mes sincères remerciements à l'ingénieur intervenant, M. Serigne Touba Dia, pour la qualité de sa présentation
Également à vous, M. Dia, pour la modération, également pour la pertinence et l'encadrement des échanges. Merci également aussi à tous les participants pour les questions et les contributions, et aussi au professeur M. John et à M. Ibrahim, à Dr Ibrahim Diaw, le président d'honneur, comme il l'a dit tout à l'heure, de notre club. Et nous espérons vraiment que cette rencontre va ouvrir d'autres initiatives, mais également d'autres réflexions et collaborations autour de l'amélioration des pratiques géotechniques. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Donc, je crois qu'on peut lever la séance et se donner rendez-vous très prochainement.